Merci, Monsieur Claude Sturny. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois maintenant que nous débattons sur cette réforme nécessaire, mais ô combien source de crispation et de frustration dans tout le pays, il me semble que nous devrions revenir à l'essentiel et nous poser la seule et bonne question: à quoi tout cela va-t-il servir? Nous sommes ici, après nos collègues sénateurs, pour faire œuvre utile, mener des actions efficaces pour notre pays et nos concitoyens. Notre priorité est donc de contribuer à donner du sens, de la dynamique aux territoires et aux régions, et ce faisant, vous en êtes tous persuadés, je le pense, lutter contre la crise et favoriser la création d'emplois. Du point de vue de l'organisation des territoires, des perspectives de nos collectivités territoriales, des populations, des entreprises, quels seront les effets de ce redécoupage des régions? Je crains qu'aujourd'hui encore, nous ne soyons pas en mesure d'évaluer ces effets. Il n'existe toujours pas d'études d'impact sérieuses et nous cherchons encore des objectifs chiffrés et justifiés qui pourraient conforter le côté prioritaire et l'urgence même de cette réforme. On se souvient bien sûr, cela a été évoqué tout à l'heure, de chiffres pour le moins hypothétiques, non étayés, voire totalement farfelus, concernant les économies attendues, mais on attend encore qu'on ose enfin afficher un chiffrage des coûts liés à la mise en œuvre de cette réforme. Le rapporteur nous a déclaré tout à l'heure: les nouvelles régions sont les moteurs du développement. Voilà bien une belle déclaration. Mais la réalité oblige à dire que pour les nouvelles régions fusionnées, c'est d'abord des moteurs à l'arrêt que nous constaterons. Cette réforme va en effet obligatoirement entraîner un gel de l'activité des régions fusionnées et de ce fait un déséquilibre entre celles qui vont subir des changements de périmètre et celles qui pourront continuer à travailler dans leur périmètre antérieur. Comment ne pas voir en effet qu'avant de pouvoir investir sur leur nouveau territoire, les nouveaux élus vont devoir apprendre à se connaître, apprendre à connaître leur nouveau périmètre géographique, apprendre les joies d'une nouvelle gouvernance. Cela prendra du temps, cela prendra de l'argent pour harmoniser ou redéfinir des modalités d'intervention, pour mettre en œuvre leurs nouvelles compétences, pour créer des éléments de vision partagée, de projet et de planification des services et pour élaborer les indispensables schémas de développement. Vous l'aurez compris, chers collègues, tout cela est autant de temps perdu pour la mise en œuvre des investissements en infrastructures indispensables pour nos territoires et leurs habitants. J'insiste, chers collègues, sur cette France à deux vitesses, cette inégalité entre les régions que cette réforme va créer. Les régions, certaines, vont donc se retrouver immobilisées, alors que d'autres, l'Île-de-France, chère à notre rapporteur par exemple, vont pouvoir continuer à développer des projets et à se projeter sur le potentiel lié au futur transfert de compétences que nous allons creuser avec le prochain texte nôtre. Alors, chers collègues, au-delà de l'impatience de nos compatriotes, au-delà de l'exaspération de toutes celles et tous ceux qui veulent voir avancer les projets sur nos territoires, ce qui est peut-être le plus grave, c'est le risque d'accentuer encore les difficultés conjoncturelles que connaissent les entreprises dépendantes de la commande publique. En effet, cette réforme va entraîner des délais interminables pour elles, sinon une totale incertitude pour la conclusion de marchés vitaux pour de nombreuses entreprises françaises, qu'elles soient de niveau local ou national. Avec votre projet de loi, Monsieur le Ministre, nous pouvons prédire de bien mauvaises nouvelles, par exemple au secteur du transport ou du BTP. J'ajouterai que la précipitation, l'absence de consensus et de concertation constituent un réel déni de démocratie et cela me paraît intolérable. Je tiens à souligner que nos collègues sénateurs, élus en septembre dernier, à un moment où ce texte était donc connu, ont été particulièrement à l'écoute des grands électeurs
et des territoires. Ils ont ainsi, à l'issue de leur élection, pu travailler en toute intelligence sur ce projet et je dois dire que nous avons été particulièrement et positivement surpris que 2/3 d'entre eux aient pu se retrouver sur un texte et une carte qui me paraît à bien des égards bien plus intéressante que la nôtre adoptée en première lecture ici même. Leur proposition est donc parfaitement légitime et concertée. Je m'interroge à l'inverse sur la légitimité des éléments d'analyse qui ont amené la commission des lois à réduire le travail des sénateurs à néant. Ne pas écouter les élus issus de la proximité avec nos concitoyens, les priver d'apporter leur vision à ce texte majeur, c'est tout simplement décrédibiliser à la fois les élus de ces territoires, mais aussi le résultat de notre travail parlementaire. Nul besoin d'être devin pour imaginer qu'une telle décrédibilisation, combinée dans bon nombre de territoires à la frustration et l'incompréhension de nos concitoyens devant cette réforme, est de nature à faire monter les votes extrémistes lors des prochains scrutins. Pour ce qui est de la seule région Alsace, permettez-moi de vous rappeler, et tous mes collègues alsaciens l'ont fait avant moi, de vous rappeler quelques faits. 96% des élus départementaux et régionaux, toutes tendances confondues, s'opposent à votre réforme, mais sont en revanche favorables à la création d'une collectivité unique pour l'Alsace dans ses limites géographiques actuelles, tout comme 58% des Alsaciens qui s'étaient exprimés lors du référendum d'avril 2013. Comprenez bien, aucun parlementaire alsacien, aucun maire parmi les 4 plus grandes villes d'Alsace n'est favorable à cette très grande région Est. De même, nombre de conseils municipaux se sont fortement mobilisés en adoptant des motions témoignant de leur volonté de maintenir la région dans ses limites actuelles. Enfin, le monde économique, au travers de l'ensemble des chambres consulaires unanimes, chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres de commerce et d'industrie, toutes elles se sont prononcées en faveur de cette collectivité unique au sein des limites de l'actuelle Alsace. Ainsi, en Alsace, non seulement la volonté des électeurs et de leurs représentants s'est clairement manifestée contre votre réforme, mais loin d'être figée dans un conservatisme dangereux, nous voulons pouvoir mettre en œuvre une vision courageuse et pionnière dans la simplification des institutions locales avec la création d'une collectivité unique sur la base des compétences exercées actuellement par la région et les 2 départements et bien entendu prête pour aborder avec confiance le prochain texte sur les nouvelles compétences. Mes collègues alsaciens de l'UMP et de l'UDI ont tour à tour, dans la discussion générale et avec talent, illustré tous les autres éléments qui plaident en faveur de notre région Alsace. Et je m'associe bien évidemment à tout cet argumentaire. Je voudrais également saluer ici les collègues sur tous les bancs de cet hémicycle qui ont compris notre démarche, voire appuyé certains de nos amendements. En conclusion, efficacité de l'action réformatrice, conditions pour assurer la nécessaire dynamique d'investissement et d'action en faveur de l'emploi et de la croissance, écoute de nos concitoyens et respect des élus. Tout cela plaide pour que vous acceptiez de revoir cette carte incomprise et dangereuse à plus d'un titre. Ainsi, je vous le demande, au nom de quoi refuseriez-vous de revoir cette carte ? Merci. Monsieur Darmanin n'est pas là. Madame